Chère Ellie, je t'écris de Kyoto, de la villa Kujoyama où je suis résidente, comme tu le sais, en duo avec Vincent, et cela bien pendant 3 mois, jusqu'à fin avril. Vas-tu passer au Japon d'ici le printemps? Ce serait formidable de pouvoir s'y croiser enfin et de continuer ici à Kyoto ou à Tokyo nos discussions. Je t'écris aussi ce matin pour te dire que je suis en train de relire ici quelques-uns de tes textes, et notamment celui écrit en 2018 sur l'œuvre d'Ikeda, à propos de son datascape exposé à Sydney, paru dans sa monographie. La relecture de ce texte me permet, au calme de ma résidence japonaise, de réouvrir les questionnements posés ces 2 dernières années dans la dynamique souhaitée d'inflexion de ma pratique, caractérisée par un glissement spéculatif entre les notions de prise de vue et prise de données. En janvier 2019, je clôturais mon intervention dans le colloque Actes et Images à l'ENSP d'Arles, en parlant de ma double exposition à Toronto et à New York, Tracks. J'y partageais alors, à chaud de la clôture de ces expos, une forme d'irrésolution du travail quant au devenir de ma pratique, en va-et-vient expérimental entre ces notions de vue et de données. Cette double exposition nord-américaine m'avait permis de boucler un premier chapitre de ma pratique autour de l'idée de partition photographique, en tentant d'agencer spatialement des enjeux et des données, donc d'écriture photographique. L'espace, le temps, le corps-regard, chaque pièce étant une déconstruction triangulaire se reformant en tant qu'image depuis la perception de ce triptyque de diffraction de mon écriture photographique. Je cherchais à ce que chaque pièce apparaisse à la fois dans la matérialisation différenciée des éléments d'écriture photographique, les tracés, et dans la mesure de leurs écarts, jouant ici joyeusement avec le palindrome tracé-écart. Double mesure, à la fois produite par mes choix d'agencement et par le déplacement dans l'espace des corps des regardants. Je tentais de rendre compte dans le colloque de la façon dont ces expositions donnaient à voir la mise à l'épreuve tangible d'une question, me permettant non pas d'aboutir des formes, mais de disposer la question elle-même, tout en la reposant. Je faisais alors l'aveu d'une sensation de désorientation. Un léger vertige par rapport à la profondeur de champ couvre un tel shift de paradigme, entre vue et donnée. Je vais intervenir de nouveau dans ce colloque annuel à l'ENSP, et cela dans quelques jours. J'ai cette année moi-même proposé de participer à sa réalisation, et cela avec le groupe de recherche que j'ai mis en place autour de ces questions vues-données, groupe se donnant pour but d'analyser les implications du concept de données dans le champ de l'art, et plus précisément dans celui de la photographie contemporaine. Ce projet, mené depuis Genève avec Fabien Vallos, Manuel Sigrist et Garance Chabert, se tisse en 4 axes thématiques, à savoir le traitement, le flux, la matérialité et l'archéologie de ce que l'on peut nommer, et cette nomination est également un enjeu de la recherche données photographiques. J'aimerais beaucoup que dans un futur proche, tu puisses te joindre à cette réflexion. Nous trouverons, j'en suis sûre, des temporalités et des géographies ajustées pour mettre en place de tels échanges dans la continuité de nos conversations passées. Pour l'heure, je suis en train de préparer mon intervention dans le colloque depuis Kyoto. Je suis en train de générer un objet vidéo à partir d'un plan séquence tourné à l'aube dans mon studio à la Villa Kujoyama. Quand j'ai parlé de cette intervention à Vincent, avec qui donc je réside ici pour notre duo, je lui ai dit que j'avais envie que ce texte, ton texte sur Ikeda, soit entendu. Vincent m'a proposé alors d'en faire une lecture que j'ai enregistrée. Ce matin, j'ai posé simplement l'enregistrement de la lecture de Vincent sur le plan séquence, pour essayer. Il me semble que les croisements et les écarts entre l'image et tes mots produisent des choses intéressantes, rhétoriquement et sensiblement, non seulement sur la question posée, mais aussi presque intimement sur là où j'en suis aussi, au seuil de cette résidence, à l'entame de ce projet de recherche, devant et avec la multiplicité des échelles, des positions, des dimensions, devant et avec la pluralité des rythmes, des matériaux, des flux et des agencements possibles. J'espère que c'est OK pour toi que je mette ainsi en écoute et dialogue avec mes images, ta voix. Avec tes mots sur Ikeda, d'ici au Japon, et la captation de cette aube d'hiver, je tente de projeter ce que peut être le devenir de ma pratique, quand la photographie est, à la fois, simultanément, parfois paradoxalement, élément de mesure et unité élémentaire, objet et outil, matériaux et process, continuité et discontinuité, réflexion et diffraction, densité et soustraction, etc., etc. Et tout cela depuis la valse hésitation entre la vue et la donnée. Parlons de tout cela le plus vite possible.
À très bientôt, j'espère. Aurélie. L'artiste produit tôt ou tard une image du temps, qui est comme l'emblème ou le blason de sa recherche. Marcel Duchamp en a très tôt énoncé le principe pour son compte, en inscrivant ce rendez-vous que chacun peut lire en toutes lettres dans les notes autographes de la boîte verte, la pendule de profil. C'était en 1913. Un demi-siècle plus tard, le projet trouvait une réalisation, parmi d'autres possibles, dans un encart hors texte du livre de Robert Lebel, La double vue. La découpe d'un double cadran d'horloge, mais dépourvu d'aiguille, laissait entrevoir la possibilité d'un pliage qui exhibe littéralement le temps par la tranche, en offrant une espèce de vue en coupe. Ainsi, par une opération soustractive d'une absolue simplicité, la pendule vue de profil pouvait suggérer d'autres dimensions de la durée, une sorte de présent à étendue multiple. En escamotant la figure familière du temps associée aux instruments de mesure, temps indexé à l'écoulement des flux, au mouvement des astres ou de leur ombre portée, au mouvement du balancier ou de l'aiguille, en supprimant une dimension pour amener la surface du cadran à une ligne inframince au seuil de la visibilité, Duchamp dégageait l'intuition sidérante d'un temps absolument désarrimé du mouvement local, un temps non linéaire, qui pourrait dès lors se développer librement selon 2 ou 3 dimensions au gré de nouvelles constructions. Aujourd'hui, à Darling Harbour, à Sydney, le visiteur qui s'aventure dans une allée longeant le bâtiment du New International Convention Center peut découvrir, étalé sur toute la surface d'un mur long d'une centaine de mètres, un immense datascape, réalisé en 2016 par Ryoji Ikeda. L'écran LED, une trame constituée d'une cinquantaine de lignes superposées, est parcouru longitudinalement de traînées de pixels lancés à toute vitesse depuis le bord droit. Ce sont, alternativement, des symboles alphanumériques, des blocs rectangulaires, de pures impulsions lumineuses. Un flux sonore, discret mais insinuant, accompagne et ponctue ce défilement incessant. De loin en loin, à la façon d'un radar, un faisceau rouge balaie l'écran, comme pour rafraîchir les données. La nuit, le code cède la place à une matière pulvérulente, aux couleurs éclatantes, nuages, nébuleuses, plasma cosmique. Il s'agit bien entendu d'une autre image du temps, et elle n'est pas moins fascinante que celle que proposait Duchamp. Le datascape est un timescape, un paysage du temps. Envisagé de biais, dans le sens du mouvement, il offre la perspective grandiose d'une myriade de trajectoires convergeant vers un même point de fuite, à l'horizon. Des données de nature et de taille diverses émergent du passé pour filer, selon toutes les allures possibles, le long des lignes d'univers qui les portent vers l'avenir. Impossible d'en suivre le détail. Les signes fusionnent dans la distance et finissent par se réduire à de pures lignes de vitesse. Ce flux torrentiel est régulièrement interrompu par des déflagrations de lumière qui noient les éléments, recomposent la scène et redonnent à l'ensemble une nouvelle impulsion. Les perspectives cinématiques sont toujours surprenantes. En se déplaçant, les effets de parallaxe liés au différentiel de vitesse produisent un effet de quasi 3D. Certaines lignes font mine de tourner sur elles-mêmes dans une fausse profondeur de champ. Mais le temps, même anamorphosé, n'inverse jamais sa marche. Il reprend son cours inexorablement. Ce tableau cinétique serait déjà en soi une très belle réussite si l'on s'en tenait à cette vue latérale, telle qu'on vient de la décrire. On pourrait y voir une célébration néo-futuriste de la vitesse étourdissante des flux d'informations qui nous portent et nous submergent aujourd'hui à l'heure des big data. Mais la beauté de cette composition digitale tient aussi à la possibilité que nous avons, en nous situant par rapport à elle, d'en ralentir le cours, et même de nous donner le sentiment de pouvoir l'immobiliser, ou tout au moins
d'en fixer, par fragments, des images fugitives. Il suffit pour cela de s'avancer de quelques pas et d'envisager l'écran de face, en vision rapprochée. Le changement de résolution nous fait franchir un seuil qualitatif. C'est un changement de nature, une espèce de transformation alchimique. Les zébrures de pixels offrent à présent un visage tout à fait différent. Ils ralentissent, s'empâtent et s'épaississent. La trajectoire s'éclipse au profit d'une espèce d'agitation sur place. Au lieu d'un flux continu, c'est une pulsation, un crépitement intense qui renouvelle sans cesse la scène, mais sans lui imprimer aucune direction définie. Le paysage apparaît criblé de trous. Des blocs de signes inintelligibles émergent du fond noir pour disparaître aussitôt. Ils ne défilent plus en bon ordre, mais participent, comme des molécules libres, à un curieux mouvement brownien, dans un espace sans profondeur. Au vertige de la vitesse succède ainsi la légère hypnose d'une attention diffuse, non focalisée. Cette vision proximale nous révèle du même coup quelque chose de la discontinuité réelle, 0, 1, qui sous-tend l'apparence de continuité des flux digitaux. Plus exactement, elle nous fait prendre conscience de la superposition du continu et du discontinu, qui est en vérité la trame du datascape. À la faveur de ce coup de sonde, le spectateur peut ramener, comme du fond d'une eau trouble, une image elle-même obscure du présent. Ce présent épais, nébuleux, duquel émerge le temps. Car l'opération fondamentale du temps n'est pas de passer, comme on le dit souvent. Imaginer son passage, c'est l'assimiler lui-même à un flux, un archiflux qui embrasserait tous les processus naturels. Mais si le temps est l'enveloppe du devenir, ou sa forme immuable, c'est qu'il échappe lui-même au changement. Toutes les grandes philosophies du temps l'ont affirmé à leur manière, y compris celles qui ont tenu à marquer que le temps n'est que l'expression des devenirs concrets qui trament le monde. Ici, des images viennent en relais des concepts défaillants et des mots d'usage, toujours un peu trop chargés d'intuition linéaire ou vectorielle. On parlera par exemple d'un champ temporel, chez Merleau-Ponty, ou encore d'un temps qui ne flue pas, mais plutôt percole, chez Michel Serres. Un temps stochastique, accumulant sur place une énergie de réserve, capable de creuser ici et là de petites rigoles de devenir, comme dans une machine à expresso. On pourrait bien entendu compliquer encore les choses, en suivant l'exemple de Duchamp et de bien d'autres après lui, développer pour de bon l'idée d'un temps à 2 ou 3 dimensions, envisager pourquoi pas un temps fractal, dont la dimension serait fractionnaire, non entière, entre la ligne et la surface, le flux et les flots. Ce ne sont pas les idées qui manquent. L'enjeu d'un travail artistique est de les articuler aux conditions d'une expérience sensible, d'une manière qui ne rejoue pas simplement ses thèmes philosophiques sur le mode illustratif et allégorique, et qui fasse du même coup entrevoir de nouveaux coups, de nouvelles combinaisons. On a dit et souvent répété que le travail artistique d'Ikeda incarnait un nouveau sublime. Selon les mots du philosophe Akira Asada, l'artiste en proposerait une version techno, a new techno version of sublimity. Un sublime quantitatif, à coup sûr, et même mathématique, si l'on songe à la passion qui anime l'artiste pour ce domaine. Au-delà des formes matérielles du codage, du recodage, du surcodage, de la compression et de la décompression, de l'indexation et de la classification, tout data est virtuellement metadata. Au-delà aussi de la profusion visuelle à travers laquelle s'expriment les ressources apparemment inépuisables des technologies digitales, il y a des structures et des intuitions d'ordre géométrique, algébrique, topologique qu'il faut tâcher de retrouver. L'artiste est sur ce point on ne peut plus clair. Contrairement à une orientation massive des pratiques du genre Generative Computer Art, il ne s'agit pas d'abord de produire des figures ou des motifs sensibles qui organiseraient leur développement et leur transformation à l'échelle de dispositifs plus ou moins sophistiqués ou monumentaux,
Il ne s'agit pas de sonder le plasma ou l'éther digital pour en extraire des super patterns. Bill Viola indiquait il y a près de 40 ans que l'intéressant avec le data space était qu'il ne fonctionnait bien entendu pas du tout sur le modèle de l'archive, à la manière d'un réceptacle d'informations virtuellement disponible, mais qu'il ne se réduisait pas davantage à un nouveau médium au sens habituel du terme, un médium dont il suffirait d'exploiter les propriétés plastiques pour lui faire dégorger certains effets ou motifs visuels. Il expliquait très justement que nous avions affaire à un environnement d'un genre tout à fait inédit, semblable au rayonnement de fonds cosmologiques, à l'activité sourde des synapses de notre cerveau, ou encore au bruit, enregistré par une caméra vidéo tournant à vide. Autrement dit, le data space se caractérise avant tout par son activité latente, par le potentiel machinique, algorithmique, dont les lignes de code, et même le calcul en actes, ne sont que la face actuelle tangible. C'est un espace virtuel et donc abstrait au sens où l'est en physique un espace de configuration ou un espace de phase. Il enveloppe des possibilités et même des ordres de possibilités multiples et superposées. C'est pourquoi aussi c'est essentiellement un médium temporel, le temps de l'activité implicite, le calcul, enfoui dans la boîte noire, y est une dimension aussi importante que celle de la figure ou de l'espace sensible. Elle en est même la condition. L'enjeu artistique doit être reformulé à ce niveau d'abstraction. Ikeda ne cesse d'y revenir dans ses entretiens et dans ses textes. Les facilités visuelles de l'infographie sont une tentation contre laquelle il faut s'armer. S'il s'agissait de produire un nouveau sublime accordé à l'expérience des flux digitaux, en intensifiant simplement le vertige induit par le bombardement ou la saturation des données numérisées, le profit esthétique serait bien clair, mais somme toute assez maigre. On aurait affaire à une scénographie exaltée ou anxieuse du réseau universel dans lequel chacun s'imagine déjà plongé, à la mesure de son implication concrète dans l'environnement technologique qui constitue désormais le quotidien de nos activités. Mais la question, justement, n'est pas de parvenir à donner un équivalent de cette situation de base, pour y trouver l'occasion d'une délectation esthétique à travers une chorégraphie ou une symphonie d'effets plus ou moins programmés. Ikeda parle à ce sujet d'ostentatious simulations, de simulations ostentatoires, en ajoutant qu'à ce compte, on s'épargnerait bien des efforts à simplement contempler les nuages dans le ciel. L'infini, l'absolument grand, est un des aspects de l'affaire. Mais le continu, lui-même, est tout aussi important, pourvu qu'on l'envisage lui aussi comme une idée, et non à travers l'expérience sensorielle indistincte du cours ininterrompu d'un processus, ou de transition sans accroc dans l'ordre des intensités lumineuses ou sonores. Le continu qui fascine Ikeda est le continu cantorien, celui que les mathématiques sont parvenues à élaborer depuis un peu plus d'un siècle sur la base d'une compréhension rigoureuse du nombre. L'analogie visuelle avec la ligne, dont on se figure aisément le tracé continu, est tout à fait insuffisante à cet égard. Car il faut concevoir la ligne elle-même ou n'importe quel intervalle ouvert de cette ligne à l'image de 0,1 comme l'analogue géométrique d'un continu à une dimension dont l'ensemble des nombres réels fournit le type. Or, un ensemble de nombres est bien constitué en un sens d'éléments distincts, singularisés. Et la continuité n'est pas soumise à un principe de contiguïté qui rendrait les parties solidaires les unes des autres par l'effet d'une liaison qui assurerait l'adhérence sans hiatus de chaque élément avec tous ses voisins, bord à bord, pour ainsi dire. C'est même exactement l'inverse. Comme l'indique déjà la propriété de densité, exhibée même par les continus incomplets du genre de l'ensemble des nombres rationnels, exprimables par des rapports ou fractions de nombres entiers, entre deux éléments quelconques d'une telle série, on peut toujours en intercaler d'autres, et même une infinité, de sorte qu'en toute rigueur, il n'existe jamais deux éléments qui soient strictement voisins, réellement contigus au sens d'une relation de succession immédiate au sein d'une série ordonnée. Ce qu'une tradition ancienne envisageait comme une puissance de divisibilité indéfinie, sur le mode d'un infini simplement potentiel, les mathématiques modernes l'envisagent donc comme un infini actuel pleinement réalisé. Il faut comprendre le continu comme actuellement divisé à l'infini, mais aussi comme actuellement criblé de tous les vides qui viendront remplir, par extension, les nombres non fractionnaires, puis les nombres transcendants, etc.,
et cela sans jamais rejoindre l'intuition rassurante de parties élémentaires qui seraient pour ainsi dire collées les unes contre les autres. Il serait inexact d'en tirer la conclusion que le vrai continu est en réalité criblé de trous, mais cette formule approximative porte, négativement, une leçon importante. Les propriétés du continu relèvent d'une structure d'ordre tout à fait singulière, et non d'une espèce de liant, occulte, qui lui donnerait la cohésion d'un tissu indéchirable, ou d'une substance auto-adhérente. C'est en poussant de telles idées à des niveaux d'abstraction plus hauts qu'on peut engendrer des puissances d'infini supérieures et hiérarchisées, Aleph 0, Aleph 1, etc. On dira que tout cela est bien loin du vertige ou du choc stroboscopique éprouvé par le spectateur qui pénètre dans la salle du musée, aveuglé par la lumière blanche ou immergé dans une salle obscure où se projettent des datas dans toutes les directions. Mais ces considérations nous mettent sur la voie qui conduira aux formes. D'abord, elles permettent de mieux comprendre un principe opératoire fondamental dans le travail d'Ikeda, et qui marche à rebours de tout un pan de la pratique contemporaine en matière de technologie digitale, en codant, recodant, transformant des flux de data issus du Stock Exchange, du séquençage de génome humain, de la série des nombres premiers, d'observations astronomiques de la NASA ou d'expériences de physique des hautes énergies menées au CERN. L'idée n'est pas de suggérer que tout se connecte à tout selon un jeu d'analogies sans limite. On aboutirait en poursuivant dans cette direction à cette figure du réseau universel qui remplit dans l'imaginaire digital contemporain une fonction équivalente à celle des méditations hermétiques sur la musique des sphères ou les liens secrets du microcosme et du macrocosme. Ikeda a peu de goût pour ces récits à tonalité New Age, qui continuent étrangement d'irriguer certaines reprises critiques des théories de l'acteur réseau ou du plurivers. Le vertige qui nous saisit lorsque nous sommes pris dans ces nasses d'informations, c'est celui d'une pluralité d'ordre disjoint, qui ne se recolle justement selon aucun principe de continuité claire. Et c'est là que le modèle du continu mathématique doit nous servir de guide, car le caractère inexorable des algorithmes qui distribuent et transforment toute cette matière digitale n'est lui-même qu'une expression de la puissance de sidération et de déliaison que porte le nombre, comme schème organisateur de la quantité. Soumis à la puissance du nombre, le continu lui-même se révèle être un ensemble non seulement infigurable, mais véritablement intotalisable, constitué à l'infini de multiples, sans assise ni fondement, sans premier socle ni principe de liaison transcendant. Criblé de part en part, il fuit lui aussi, de partout. C'est le labyrinthe évoqué par Borges en manière de clin d'œil à Leibniz, le plus dangereux de tous, une simple ligne droite.